Bonjour, donc je voulais vous parler d'une nouvelle d'un auteur autrichien, Stefan Zweig. La nouvelle s'appelle en allemand Angst, peur, et elle a été traduite par la peur, mais aussi par angoisse, soit au singulier, soit au pluriel. On en reparlera en fin d'intervention. Je vous propose de vous raconter l'histoire dans un premier temps. Donc il s'agit surtout d'une histoire d'adultère. Irène Wagner, une femme issue de la bourgeoisie viennoise, mariée avec enfant, a une aventure avec un jeune artiste. Il semble qu'il s'agit plutôt d'un remède à l'ennui de sa vie conjugale. Elle n'est pas prête à tout sacrifier pour ce jeune amant. Lors d'une visite à cet amant, Irène rencontre une femme du peuple qui lui reproche de lui voler son amoureux. Et elle va demander à Irène, elle va faire chanter la femme bourgeoise, Irène. Irène lui paie son silence. C'est donc le début du chantage, le commencement de la peur, même si de temps en temps elle va retrouver le calme. Dans un premier temps, elle renonce à voir son amant. Elle lui écrit une lettre, puis lui accorde un rendez-vous dans un café. Alors on a l'ambiance viennoise dans la troisième représentation, et vous verrez tout à l'heure aussi les cafés viennois qui font référence à cette ambiance viennoise très particulière. Mais en allant dans ce café, elle va tomber une deuxième fois sur la femme qui continue son chantage. Irène doit lui remettre tout son argent, ainsi qu'une aumônière. Alors c'est un petit porte-monnaie qu'avaient les femmes au début du siècle. Le mot est resté en français, en particulier dans le domaine de la gastronomie. En tout cas, elle lui demande de plus en plus d'argent. Détail un petit peu inquiétant, cette femme connaît le nom et l'adresse d'Irène. Donc Irène Wagner va rester enfermée 3 jours chez elle, paralysée par la peur. Ensuite, elle se rend à une soirée dansante avec son mari. Cette soirée est suivie d'un rêve. Le rêve aura un rôle important dans l'histoire et fait bien sûr écho à Freud. Le lendemain, au cours d'un déjeuner en famille, Irène reçoit une lettre avec une nouvelle demande d'argent. Puis elle sort de chez elle, rencontre par hasard son amant qui ne comprend pas du tout l'histoire. 6 jours passent, nouvelle demande d'argent. 2 semaines après, un élément qui peut paraître un petit peu extérieur à l'histoire, mais qui a quand même son importance. Stefan Zweig relate une dispute des enfants. Il ménage ainsi le suspense et retarde la progression dans l'action. Le calme est revenu, la maître chanteuse ne s'est pas manifestée depuis 4 jours. Mais elle réapparaît sans gêne, réclame 400 couronnes. C'était la monnaie de l'époque, c'est, semble-t-il, une somme très importante. Irène ne les a pas. Et la femme exige qu'elle lui donne sa bague de fiançailles. On approche du dénouement possible. Irène décide de mourir. Donc la peur est souvent liée avec la mort. Monsieur Guillaumet l'a tout bien montré. Irène décide de mourir, mais avant, elle veut récupérer sa bague. Or, il est impossible de retrouver la femme. Elle rend donc visite à son amant, puisque la femme est supposée être l'amoureuse de l'amant. Or, il ne la connaît pas. Donc, on approche véritablement du dénouement avec effectivement la tentation de la mort. Désespérée, Irène achète de la morphine à la pharmacie pour se suicider. Et à ce moment-là, son mari intervient. Il la suivait depuis un bon moment. Et il se révèle être le commanditaire de ce chantage. C'est lui qui a engagé une comédienne, pour faire chanter Irène, pour la faire abandonner son amant et la remettre dans le droit chemin. Alors cette nouvelle a bien sûr des parallèles autobiographiques. Je vais vous présenter brièvement Stefan Zweig.
Alors, Stefan Zweig est un écrivain autrichien né à Vienne en 1881. Nous avons 2 portraits à droite et à gauche. Il est issu d'un milieu bourgeois. Il a vécu la montée du nazisme en Autriche. On parle d'austrofascisme. Il a vécu l'interdiction et la destruction de ses livres pendant le Troisième Reich. Il est juif, il est pacifiste, il est européen et il est polyglotte. Il a fait de nombreuses traductions en français. Il parle aussi anglais, italien. Il s'est lié d'amitié avec Romain Rolland, que vous connaissez sûrement, et Verhaeren. Il a soutenu un doctorat en philosophie sur Taine. Et ce qui est très important, il se considère citoyen du monde, Weltbürger. Il va donc passer sa vie à voyager. Ces nombreux voyages ont également une fonction thérapeutique. Il se sent libre et il oublie sa dépression. Alors, sa dépression a de nombreuses causes. La cause principale est peut-être que sa patrie, la grande Autriche-Hongrie, n'existe plus depuis la fin de la Première Guerre. Et il en éprouvera toujours une très très grande nostalgie. Voulant échapper aux persécutions des nazis, il avait une maison à Salzbourg qui est mise à sac par les nazis. Donc, voulant échapper aux nazis, il part en exil, d'abord en Angleterre, puis en Amérique. Et il se suicide en 1942 au Brésil, à Petrópolis. Il a 61 ans. Alors, par rapport à la nouvelle et à la période où la nouvelle a été écrite, donc Stefan Zweig est particulièrement connu pour ses nouvelles, ses essais et ses biographies historiques subjectives. Il a fait des biographies de personnages célèbres où il met en évidence, où il essaye de comprendre l'intérieur du personnage dont il fait la biographie. Je voudrais faire une petite citation qui a été écrite par un écrivain français contemporain, Laurent Sexic. Laurent Sexic lui a consacré un livre à Stefan Zweig sur ses derniers jours et il le définit ainsi. « Tu ne racontes pas une histoire. Tu utilises un narrateur pour relater un récit et ce narrateur s'entretient avec un tiers qui écoute sa confession. Tu as inventé le style romanesque psychanalytique. C'est toi, le double de Freud. » Alors même si ce schéma narrateur, tiers, confession n'est pas celui de la nouvelle qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est quand même le schéma typique des nouvelles de Stefan Zweig et qui montre bien l'influence de Freud. Alors, tout à fait au milieu, nous avons le portrait de Friederike von Winternitz, et c'est là qu'on va voir la parallèle avec la nouvelle d'aujourd'hui. Dès 1910, Stefan Zweig n'a pas encore 30 ans. L'écrivain a déjà écrit une vingtaine de nouvelles. Il écrit La peur en 1913 à Paris et à Vienne, entre février et avril. La nouvelle est publiée en août-septembre de la même année. En juillet 1912, Stefan Zweig vient de commencer une liaison amoureuse avec Friederike von Winternitz, une femme encore mariée, mais qu'il épousera après son divorce en 1919. Mais pendant cette période, et un séjour de 6 semaines à Paris, Stefan Zweig a une liaison avec une jeune Française, Marcelle, alors qui exerçait la profession de modiste, c'est-à-dire qu'en fait, elle travaille dans la mode. Alors maintenant, on va s'attacher aux manifestations physiques de la peur, qui sont très bien rendues par cette affiche un peu expressionniste. Dès le début de la nouvelle, avant même le chantage, la peur se manifeste. Il s'agit donc en effet d'une angoisse. La peur se manifeste sous la forme d'une toupie noire causant des vertiges à l'héroïne. Même si cette peur est qualifiée d'absurde, d'insensée, de ridicule, elle existe sans doute déjà dès le départ, justifiée par la culpabilité, par l'infidélité d'Irène.
la peur empoisonne sa relation amoureuse extra-conjugale. Donc là, on a aussi un parallèle avec le poison auquel elle pense pour finir ses jours. On constate également une personnification de la peur. Alors je cite, « La peur était déjà là, impatiente de s'emparer d'elle et bloquant les battements de son cœur. » Fin de la citation. La peur est suscitée par le chantage. Elle rend les mains d'Irène raides et froides. Irène est prise de tremblements, de nausées causées par la femme qui la fait chanter. Donc la femme incarne par le chantage cette peur. Mais la peur peut aussi avoir un caractère plus agréable. On en voit le caractère ambivalent. Pour l'héroïne, cette affaire est un défi. Elle éprouve un frisson d'aventure. Elle apprécie l'envie combative et dangereusement titillante. Elle éprouve même une certaine joie de vivre qu'elle avait perdue. Jamais Irène ne s'est sentie aussi légère. Mais c'est surtout le caractère maladif de la peur qui est caractéristique et qui est mise en valeur dans la nouvelle. Depuis des semaines, la peur a des répercussions sur son sommeil. Ses rêves sont agités. Elle manque d'air. Elle éprouve une incapacité à se concentrer sur ses occupations. Elle est sujette à des palpitations cardiaques et elle est fatiguée. Alors une citation est particulièrement révélatrice. La peur rongeuse sapait toute son existence, empoisonnait son corps. À nouveau, l'idée du poison. Mais il s'agit d'une maladie non reconnue. Elle ne permet pas de prise en charge médicale ni de guérison. Même si son mari, Fritz Wagner, fait preuve de compassion et la traite en malade. On a également des réactions mécaniques, comme si elle était sous hypnose. À nouveau, le rappel du poison, la peur est considérée comme un mal, et on a une citation encore assez intéressante. Tel un acide, la peur avait rongé sa vie. Comme dans toute maladie, il y a des rémissions. Le sentiment de peur n'est pas continu. Par exemple, le lendemain de la rencontre avec la femme qui l'a fait chanter, Irène retrouve son calme, son sang-froid. Elle se rend compte qu'elle n'est pas prête à payer le prix de son aventure. Elle se sent certes coupable, mais elle envisage la possibilité de rompre. On retrouve donc tout ce qui a été expliqué précédemment, à la fois ce caractère ambivalent de la peur. Alors il y a également des manifestations psychologiques. Donc la peinture de la passion et ses conséquences dévastatrices, c'est le motif littéraire préféré de Stefan Zweig. Tout d'abord, la peur ôte à Irène tout sens critique. Elle ne doute pas un seul instant de la véracité des propos de la femme qui l'a fait chanter. Elle ne se demande pas un seul instant comment cette femme, qu'elle trouve vulgaire, peut être la maîtresse de son amant artiste si distingué. Ensuite, Irène va s'enfoncer dans la manipulation et le mensonge. D'autre part, on assiste à un dédoublement de la personnalité. Je cite, « Elle sentait au fond d'elle-même que cet être, cet amant, lui était étranger, qu'elle ne lui avait jamais rien abandonné de sa vie réelle. Tout ce passé oublié était celui d'une autre femme qu'elle ne comprenait pas. » Alors, les symptômes psychologiques vont culminer dans le thème de la mort. Ce thème s'inscrit en filigrane dans toute la nouvelle et même dans une grande partie de l'œuvre de Stefan Zweig. La peur est dangereuse, dévastatrice, et les éléments qui font allusion à la mort sont omniprésents dans la petite nouvelle.
Dès le début et au terme de la première rencontre avec la femme qui l'a fait chanter, Irène est comparée à un suicidé sautant d'une tour. Le poignard est évoqué plusieurs fois. Je cite, « À la crainte du danger se mêlait une tentation bizarre, comme quand on tâte du doigt le tranchant froid d'un poignard. » La peur va créer une tentation suicidaire. Le bruit de la porte qui se ferme est comparé au couvercle d'un cercueil. Et la mort finale, le suicide, est envisagé de manière positive. Ce sera la délivrance. Elle est décidée à en finir. Elle choisit donc la morphine qui la plongera dans un dernier sommeil, qui la délivrera de la traque, qui lui procurera le repos. Le flacon de morphine est bien sûr associé à la mort. Je cite, « Elle tenait la mort entre ses mains. » Et son vêtement de nuit est comparé à un linceul. Alors ce thème de la mort est très important et on va bien sûr en reparler en ce qui concerne les rapports avec Freud. Donc ici on a un livre de Stefan Zweig qui a été écrit sur Sigmund Freud. Donc, dans La guérison par l'esprit, Stefan Zweig fait 3 biographies. L'une d'elles, un tiers du livre, est consacré à Sigmund Freud. Alors, de nombreuses choses rapprochent le psychanalyste et l'écrivain, malgré la différence d'âge. Freud est né en 1856, Zweig en 1881. Ils ont donc 25 années de différence. Freud est plus âgé que Stefan Zweig. Tous deux sont viennois. Tous deux sont d'origine juive et ils vont vivre des expériences similaires. Ils vont vivre les persécutions austro-fascistes lors de la mainmise des nazis en Autriche. On parle d'Anschluss. Ils vont vivre l'exil en Angleterre et même, dans une certaine mesure, la mort choisie, puisque Zweig se suicide en 1942, il a 61 ans, et Freud, malade, choisit d'abréger ses jours en 1939. Il a 83 ans. C'est d'ailleurs Stefan Zweig qui fera l'éloge funéraire de Freud à Londres. Laurent Tsektsik, dont j'ai déjà parlé, fait même dire à un de ses personnages « C'est toi le double de Freud ». C'est vraiment une citation très importante, c'est pour ça que je me permets de la répéter. Sigmund Freud et Stefan Zweig se vouaient une admiration réciproque. Ils se rendaient des visites régulières. Ils ont entretenu une correspondance suivie pendant de longues années, environ de 1908 à 1939. Et d'ailleurs, cette correspondance a été publiée. L'influence de Freud se révèle en particulier sur la peinture de la passion, sur ses ravages, sur le rêve et sur le rôle révélateur du rêve. J'ai donc choisi de vous parler du rêve brièvement. Dans la nouvelle, le rêve se situe au milieu de l'histoire. Il permet un revirement de situation, une certaine progression. Ce rêve mêle des éléments réalistes. Le jeune homme fait allusion, alors il y a un jeune homme dans le rêve, ce jeune homme fait allusion à l'enfance. Étant petite fille, Irène avait éprouvé un amour extatique pour un comédien. Le comédien fait bien sûr référence à Irène, la femme qui fait à la femme qui fait chanter Irène, puisque c'est une comédienne embauchée par le mari. Dans le rêve, Irène est dépouillée de son collier de perles, comme dans la réalité. La maître chanteuse la dépouille de ses bijoux, et même les lieux sont respectés, puisque dans le rêve, elle se jette dans l'escalier. Au début de la nouvelle commence par une scène dans l'escalier. C'est là que Irène rencontre la femme qui va la faire chanter. Donc, Stefan Zweig a consacré un tiers de son ouvrage « La guérison par l'esprit » à Freud. Et dans cet ouvrage, il définit le rêve ainsi.
Le rêve est l'intermédiaire entre le monde de nos sentiments cachés et celui qui est soumis à notre raison. Grâce à lui, nous pouvons apprendre bien des choses que nous nous refusons à savoir à l'état de veille. Le rêve est la soupape de nos sentiments. Travaillait dans les cafés, ce n'est pas un café normal, un café viennois, c'est un lieu littéraire où on lit le journal, où on refait le monde, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc une photo de Marx, puisqu'on peut retrouver des allusions à la théorie marxiste. Donc Stefan Zweig est un grand bourgeois. Toute sa vie, il vivra dans une grande aisance matérielle, procurée en particulier par les livres qu'il vend très bien. D'un autre côté, son père est un industriel, il a fait fortune dans le textile. Sa mère est issue d'une lignée de banquiers suisses. Donc toute sa vie, il n'a aucun problème matériel. Toutefois, comme Balzac, il s'intéresse à toutes les couches de la société. Dans sa correspondance, Stefan Zweig raconte « Je m'attablais avec des ivrognes, des homos, des morphinomanes. Mes amis m'ont souvent blâmé de fréquenter des gens amoraux, suspects et véritablement tarés. » Le personnage d'Irène est assez conventionnel, elle est typique de l'univers bourgeois, mais Stefan Zweig en dépeint le caractère de fausseté. Il est peuplé, ce monde bourgeois est peuplé de personnages calculateurs qui n'ont pas la sympathie de l'écrivain. En cela, Stefan Zweig se rapproche de Karl Marx et de sa formule « calcul égoïste » selon laquelle la bourgeoisie est incapable d'amour. Donc Stefan Zweig dresse un tableau pessimiste de la société bourgeoise. Cette société repose sur des impostures, sur la violence et même sur la torture. C'est une société hypocrite protégée par l'État. Alors, jusqu'en 1939, le code civil autrichien est sans pitié pour la femme adultère. Et cette critique est particulièrement exprimée par la femme qui fait chanter Irène. Par exemple, une citation, « Voilà donc à quoi elles ressemblent, ces dames mariées, les dames chics et distinguées, quand elles viennent nous voler nos hommes. Voilées, naturellement, voilées, pour on puisse jouer partout la femme comme il faut. » Ou bien Stefan Zweig souligne les différences de mode de vie. Oh, c'est beau chez vous, c'est beau. Oh, qu'on est bien assise. Et tous ces tableaux, c'est là qu'on voit dans quelle misère on vit, nous autres. Et Irène dresse aussi un portrait négatif de celle qu'elle qualifie de prolétaire. C'est un terme marxiste. Elle souligne la face laide de la femme, son effluve de vulgarité, le poing rougeau levé pour la menacer. L'écrivain est un peu plus clément. En fait, il s'agit d'une comédienne et elle ne s'est pas volontiers prêtée au jeu. Alors, peut-on parler du sadisme du mari Fritz Wagner ? Dans la deuxième partie de la nouvelle, Fritz Wagner, le mari d'Irène, va jouer un rôle important. Son caractère dangereux est signalé par sa femme. Par exemple, lors de la soirée précédant le rêve, peut-être jaloux parce qu'elle a dansé avec fougue avec un autre, ou aussi parce qu'elle se sent coupable, le mari lui apparaît sous les traits d'un assassin. Je cite, « Elle vit ses épaules larges, dures, grandes, culminant en un coup au nerf d'acier, comme chez un assassin. Elle ressentit avec terreur qu'il était fort et dangereux. » Cependant, le caractère du mari est ambivalent. Il est aussi capable de sollicitude et de bonté. Je cite, « Il la traitait comme une malade avec des attentions qui la troublaient. » Ce comportement de son mari ne la rassure pas vraiment, mais il accroît son sentiment de honte et de culpabilité. Alors, dans ce portrait de Fritz Wagner, on ressent aussi les influences freudiennes. Fritz Wagner s'intéresse à la psychologie.
Je cite, « Irène savait l'intensité de cette passion pour la psychologie qui attachait son mari à son métier. » Il est juriste. Son intérêt pour la psychologie outrepassait de beaucoup les exigences d'ordre judiciaire. L'investigation, l'élucidation et l'extorsion d'un crime pouvaient le captiver comme le jeu ou l'érotisme en captive d'autres. Et les jours où il avait ainsi le nez sur des pistes psychologiques, tout son être était comme embrasé de l'intérieur. Mais, contrairement aux psychanalystes, il ne semble pas s'agir d'un intérêt centré sur la personne, centré sur la guérison du patient, mais plutôt d'une passion néfaste, d'une curiosité maladive servant son métier. Stefan Zweig en souligne la sombre passion, l'ardeur quasi maligne de son discours. Le psychanalyste apparaît donc sous les traits d'un juriste. Voilà, le mari a aussi tendance à jouer dans la vie privée son rôle professionnel. Il va donc traiter Irène, mais aussi ses enfants, lors d'une petite dispute, comme si c'était des accusés au tribunal. Il a une phrase révélatrice à propos de sa fille. « Le jugement est cassé, Hélène est acquittée. » Et encore une dernière référence aux patients et à la psychanalyse. À la fin, lorsqu'Irène se libère de sa peur, son mari pourrait apparaître comme un psychanalyste. Il porta ce corps convulsif jusqu'au divan et l'y allongea. Mais qu'on ne s'y trompe pas. En fait, il sait déjà tout et il est l'auteur de la peur. Donc il ne peut pas véritablement être comparé au psychanalyste. Et donc le sadisme de Wagner apparaît plutôt comme une forme de torture mentale déclenchée par le chantage qu'il a lui-même orchestré et que Irène subit. Même en accédant aux exigences de la maître chanteuse, Irène ne peut pas retrouver son équilibre intérieur. Alors, pour terminer, je voudrais donc parler de la manière dont a été traduite la nouvelle. Le titre original, c'est « Peur »,« Angst ». Il y a effectivement des éditions qui portent le nom de Peur, mais il y en a d'autres qui portent le nom d'Angoisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Angoisse a une connotation un petit peu dure qui rappelle par le son le mot Angst, mais c'est plutôt la peur. Donc c'est une nouvelle qui met la peur en valeur, qui commence de manière abrupte. Il n'y a ni préambule narratif, ni narrateur, comme c'est le cas dans la plupart des nouvelles de Stefan Zweig. Le suspense repose aussi sur les personnages. On assiste justement à un véritable renversement. Le mari qui passait pour être honnête va se révéler être sadique. Quant à Irène, la femme... au départ coupable, adultère, elle va prendre les traits d'une victime. Les nouvelles de Stefan Zweig sont particulièrement présentes dans les librairies et dans les bibliothèques. Il suffit de regarder la place, l'espace qu'elles occupent. Les biographies historiques dont je vous ai parlé, par exemple de Fouché, Marie Stuart, etc., sont aussi exposées. C'était le cas, ça fait 15 jours, à la Galerne, sans raison d'anniversaire, sans raison d'édition posthume. Et ce qui, à mon avis, est le plus important, ces nouvelles sont souvent mises en scène. La peur l'était cette année à Paris. Une autre nouvelle, Lettre d'une inconnue, a été mise en scène cette année au Havre. Et pour terminer, La Peur a aussi fait l'adaptation de films. Un film est particulièrement connu parce qu'il a été réalisé par Roberto Rossellini.
Il a respecté les grandes lignes de l'histoire, même si l'ambiance viennoise n'est pas totalement restituée et que les personnages sont plus modernes. C'est donc une œuvre très très moderne que je vous encourage à lire. N'ayez pas peur, allez à la bibliothèque et lisez La Peur. Donc moi ce que je propose c'est d'abord, est-ce qu'il y a des questions peut-être pour... il y a des personnes qui veulent... Pas de questions de la part des germanistes? Non? Des hispanisants non plus? Ceux qui étaient là en première heure, vous faites le lien j'imagine aussi avec tout, parce que l'idée c'était quand même d'arriver à faire le lien. Pas une question, peut-être une remarque sur l'intrigue et voilà le dénouement. C'est le mari en fait qui a mis en place ce stratagème. Donc ça veut dire que c'est quand même un mari qui est clairvoyant. Enfin, oui. Non, parce que, oui, bah il a vu. Oui, bien sûr. Bienveillant en tout cas. Clairvoyant. Je pense à un autre drame domestique que j'étudie en ce moment, notamment avec les programmes qui sont plus là, d'Ibsen, où justement les rapports entre mari et femme sont étudiés de près, et pour le coup c'est plutôt un pleutre et Gouja qui n'est pas du tout clairvoyant. Donc là, on a quand même affaire à un mari clairvoyant, et tu soulignais tout à l'heure, Didier, le lien entre le comique et le tragique. Oui. Là, tu questionnes le sadisme de ce mari, mais on pourrait se demander si on n'a pas un scénario proche du marivaudage, où à la fin, on s'aperçoit qu'il a embauché une comédienne. Enfin, on pourrait presque réécrire l'histoire sous un autre éclairage. Oui, alors en fait, Ibsen, Freud et puis un autre écrivain autrichien, Schnitzler, sont en fait de la même veine, sont très très proches. Alors effectivement, c'est l'intrigue caractéristique typique du marivaudage, sauf que l'ambiance est quand même relativement noire, parce que Zweig met vraiment l'accent sur la destruction de la psychologie, la destruction maladive d'Irène, et il n'y a pas vraiment de moment où on pourrait rire de la situation. Mais effectivement. On a l'impression que c'est plutôt machiavélique. Exactement. Vraiment, ou même c'est un bon spécimen de pervers. Hein. D'ailleurs, on parle de sadisme. Oui. C'est terrible, quoi. Il le met dans une intrigue, elle est enfermée dans l'intrigue, elle marche complètement puisque la peur la paralyse et l'aveugle en même temps. Et c'est vrai qu'on pourrait en faire un marivaudage, ça pourrait être une comédie. D'ailleurs, une comédie peut rapidement se transformer en tragédie, hein, donc on voit que le lien entre les deux est souvent important.